Eh bien, Céline, je vous propose peut-être de prendre la parole. Donc, Céline Chanas, vice-présidente de la FEM, c'est directrice du musée de Bretagne, qui va animer ce jeudi autour de la question du patrimoine des mobilités. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie effectivement d'animer un nouveau jeudi de la FEM. C'est vrai que c'est un format que nous avons à cœur de proposer depuis quelques temps. Et là, nous abordons un nouveau thème, en tout cas un thème que nous n'avons pas encore abordé, celui des mobilités. Et je remercie en particulier Lionel Dufaux du Musée national des arts et métiers, puisque c'est à partir d'une suggestion de sa part et un échange l'an dernier euh, que nous avons eu l'idée de réfléchir à ce sujet qui concerne certes les musées techniques, mais aussi nos musées de société et nos autres musées que nous avons donc proposé d'organiser ce jeudi. Donc, avant de présenter nos intervenants, je vais rapidement poser le sujet et l'angle que nous avons retenu collectivement pour engager la discussion avec vous. Donc, le principe sera vraiment celui d'intervention, de réflexion, puisqu'il y a des questions, il y a parfois des réponses, mais pas toujours de nos intervenants. Mais si vous avez envie de poser des questions aussi tout au long de la discussion, n'hésitez pas à le faire, ou en tout cas à préparer dans le chat, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir un format très, très ouvert et de ne pas parler, on va dire, nous quatre pendant 1 heure. Donc, cette question des mobilités, alors est-ce un sujet nouveau? En tout cas, le terme, je pense qu'on l'entend nous tous, tous les jours, dès qu'on allume le poste de radio. Donc, il est propre à la sphère du patrimoine et des musées, mais en tout cas, aujourd'hui, il est bien rentré. Euh, les transports, eux, sont un reflet de la mondialisation, de l'aménagement du territoire, du progrès aussi, et ils révèlent notre rapport au temps, à l'espace et aux ressources naturelles. Et en préparant cette petite introduction, je consultais la page Wikipédia consacrée au musée des transports et j'étais tout à fait étonnée à la fois par leur nombre important en France, mais aussi la manière dont ils étaient présentés avec une classification par typologie de véhicules et également une relative bonne répartition sur tout le territoire. Alors, c'est la question que je me posais. Cette patrimonialisation reflète-t-elle une passion particulière pour tout ce qui va vite, l'imaginaire qu'il contient, l'innovation, la performance, le voyage? Et c'est vrai que j'avais quelque chose qui me trottait un petit peu dans la tête, et notamment cette phrase récente du président de la République qui a relancé les débats, on va dire, en France. Alors, je le cite, ce qui est très important pour nous Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole, on aime la bagnole et moi je l'adore. Alors, c'est vrai que cette phrase elle a un petit peu fait couler de l'encre dans le contexte des transitions et du changement climatique. Un passé peut-être que l'on aurait pensé révolu, mais en même temps qui en dit long sur notre rapport, le rapport des hommes et des femmes à des objets qui sont plus que des objets techniques. Donc aujourd'hui, on va essayer d'échanger sur finalement, et nous, les musées, que faisons-nous dans tout cela? Qu'est-ce qu'on en dit? Que faisons-nous? Car la conservation et l'exposition des véhicules, ça ne permet de parler que d'une partie des problèmes. Et depuis le début des années 2000, Lionel Dufaux le signalait dans ses travaux, des chercheurs en sciences humaines et sociales ont proposé d'élargir les perspectives d'études à l'ensemble des déplacements et donc de repenser l'articulation de l'histoire des transports et des mobilités avec ce qu'on appelle le tournant de la mobilité, Mobility Turn, avec des dimensions beaucoup plus larges qui vont de l'économie des transports à l'expérience du voyage, à l'aménagement, aux problématiques aussi d'intégration des transports dans le paysage. On le voit là avec les grèves de la faim, par exemple, et de la soif liées à la construction d'une nouvelle autoroute dans le sud de la France. Tous ces sujets sont très présents et nos musées, finalement, ne peuvent les ignorer. Donc, avec ce changement de paradigme, l'histoire des transports, elle évolue vers une histoire des mobilités. Et en même temps, ce terme de mobilité, c'est un terme pas facile à manœuvrer, si je peux employer le terme, en tout cas qui relève peut-être d'une forme d'immatérialité. Et quelles questions ça pose derrière? Comment conserver, exposer, transmettre ce patrimoine? Et surtout, dans quel récit, dans quel discours à la fois scientifique, mais aussi sociétal, l'intégrer? Car le véhicule a vraiment été historiquement, par rapport à l'histoire de nos institutions, le principal point
d'entrée finalement du patrimoine des transports, que ce soit dans des musées spécialisés ou non. Voilà, je pense par exemple au musée de Bretagne où nous avons nous aussi des bicyclettes, des maquettes de voiliers, de tramways ou autres qui concentrent souvent le regard des visiteurs, mais qui ne permettent pas de tout dire et qui, tout en étant des objets très signifiants, nécessitent aussi des supports de médiation pour aller au-delà finalement du seul pouvoir euh, soit d'émerveillement de l'objet, soit aussi de rapport nostalgique à un monde révolu. Alors, pour partager voilà, ces questionnements, nous avons invité trois collègues. Donc, Lionel Dufaux, qui est responsable des collections énergie et transport au musée des Arts et Métiers. Je relevais cette phrase avec, il va se présenter, mais le musée des Arts et Métiers, qui n'est ni un musée des transports, ni un musée automobile, ni un musée généralisé technique. Lionel est conservateur des collections, mais aussi docteur en histoire des techniques. Et il a beaucoup travaillé sur ces sujets en portant aussi de nombreux commissariats d'exposition, dont la dernière en date, permis de conduire, point d'interrogation. Notre deuxième intervenante, c'est Marie-Laure Griffaton. Alors, je le disais là aussi avec une touche d'humour, conservatrice la plus mobile de notre assemblée, puisque Marie-Laure a passé quasiment toute sa carrière dans les transports, enfin le patrimoine des transports, et nous disait-elle avec une attention particulière pour les transports en commun. Donc, dès la sortie de l'école du patrimoine direction Mulhouse, pour prendre la responsabilité scientifique puis la direction du musée français du chemin de fer, puis une escale au musée portuaire de Dunkerque pendant près d'une vingtaine d'années, et puis depuis quelques années, directrice du département scientifique et des collections au musée de l'air et de l'espace. Et puis Clarisse Despierres, qui est, elle, alors je ne sais pas si c'est la plus jeune rentrée dans les transports, en tout cas, elle a rejoint le musée de l'automobile Henri Malartre à Lyon depuis 2015. Et Clarisse, vous avez vous-même une expérience précédente dans ce domaine du patrimoine industriel, technique également. Donc, je vais vous laisser peut-être chacun votre tour, présenter d'où vous parlez en vous appuyant peut-être aussi sur des images, puisque c'est intéressant de voir aussi comment vous avez envie de parler de votre métier et puis de votre institution. À vous. Lionel, vous commencez? Ça marche. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi je vous parle depuis un musée que vous connaissez peut-être, le musée des Arts et Métiers, qui a cette particularité d'être un musée des techniques et un musée généraliste des techniques. C'est un musée où on aborde diverses filières et notamment la question relative au transport. Dans le parcours de visite du musée, c'est la septième grande et dernière section en fait que les visiteurs peuvent découvrir dans des lieux un peu assez spectaculaires, puisque le musée est installé dans un ancien prieuré bénédictin, et le point d'orgue de la visite, c'est l'ancienne église priorale où sont exposés plusieurs véhicules automobiles, mais également des avions qui ont joué ont tenu un rôle important dans l'histoire de l'aéronautique. Je pense notamment à l'avion avec lequel Louis Blériot traverse la Manche en 1909. Et la grille de lecture chez nous, c'est la manière dont les collections se sont constituées depuis plus de 2 siècles, c'est la question de l'innovation, arriver à accumuler des objets qui sont significatifs du point de vue du progrès technique, qui vont illustrer comment on a gagné en vitesse, en puissance, mais aussi en économie de combustible, par exemple, de carburant, comment on facilite les opérations de chargement et de déchargement, enfin tout ce qui peut avoir trait finalement à l'amélioration du transport de personnes et de biens. C'est une collection qui très tôt s'organise, on va dire, sur un plan de mode de transport, c'est-à-dire que la classification distingue bien les transports routiers, les transports ferroviaires et les transports maritimes et fluviaux, auxquels s'ajoutent au début du XXe siècle les transports aériens.
Et à l'intérieur de ces grandes catégories, on va retrouver des représentations de tout ou partie des objets techniques, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple des automobiles, mais également des éléments constitutifs des automobiles comme les moteurs, les boîtes de vitesse, des systèmes de freinage, des objets aujourd'hui qui posent un certain nombre de questions parce qu'ils sont très intéressants sur le plan de l'innovation, mais ce sont des objets beaucoup plus difficiles à présenter au public tel quel. Il faut trouver des moyens pour arriver à intéresser, à accrocher le regard des visiteurs là-dessus. Et ce sont des collections aussi marquées par le fait qu'elles illustrent le système global des transports. On retrouve le véhicule, on retrouve des éléments d'infrastructure et on retrouve des éléments liés plutôt au contrôle et à la régulation des transports. Et pour autant, dans les choix qui ont été opérés il y a une vingtaine d'années, quand le musée a été rénové et rouvert au public, on se rend compte que nos prédécesseurs ont plutôt privilégié la présentation de véhicules. Et aujourd'hui, c'est une question qui nous interroge parce que finalement, ça a beau être un point focal du patrimoine des transports, ce n'est qu'un aspect et on est en train de réfléchir à la manière dont on peut essayer d'élargir de nouveau le spectre et essayer de connecter la présentation des collections à des sujets plus actuels, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans la matinée. Voilà. Marie-Laure, il faut activer ton micro, Marie-Laure. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non? Oui, Pas encore. non? Là, vous devriez normalement. Vous l'avez pas là? Non. Bon. Je vous propose de prendre le relais, D'accord. Marie-Laure, Oui, je vais je diffuser veux votre... bien, ça va être plus simple. Voilà, donc juste avant de vous parler du musée, je voulais vous dire que j'ai grand plaisir à rejoindre aujourd'hui la FEMS, avec lequel j'ai eu un long compagnonnage pendant mes premières années de carrière. Et c'est pas innocent mon propos parce que un des enjeux actuellement du musée de l'air et de l'espace, c'est de passer d'un musée qui à l'origine était plutôt un musée technique à un musée qui élargit le propos en devenant de plus en plus une sorte de musée de société. Alors, le musée de l'air et de l'espace est un petit peu plus que centenaire. C'est un musée qui, au départ, a été créé par l'armée. En fait, sa caractéristique est d'être pratiquement aussi ancien que l'aviation, ce qui est très important puisque ça nous a permis, enfin, pas mes prédécesseurs ont pu collecter des pièces tout à fait exceptionnelles, comme par exemple le premier aéronef dirigeable au monde qui est conservé chez nous, qui date de 1884. Et ça permet donc d'avoir une très grande richesse, notamment sur les collections anciennes d'aérostations, d'aviation, pour lequel, dans ce domaine-là, on a sans doute les collections les plus riches au monde. Alors, c'est le seul musée qui a justement au monde qui a à la fois des collections d'aérostations spatiales et d'aviation. Donc ça, c'est un petit peu la particularité. C'est un établissement public qui dépend du ministère des Armées, mais il faut souligner qu'il y a bien sûr toute une partie militaire, mais aussi une partie civile. Ce qui est aussi une particularité. Et cet établissement, en 1919, a été créé par une sorte de conservatoire des techniques qui, donc, s'est ouvert petit à petit. Alors, vous voyez là sur la diapo plusieurs éléments un peu significatifs de nos collections. Nous avons là la grande galerie qui a été rénovée en 2019. Ensuite, des tenues d'aviateurs, puisqu'on essaye de plus en plus, au-delà de la technique pure, d'aborder les côtés humains. Et il est clair que les tenues de vol, par exemple, sont très significatives pour le public et lui permettent de se projeter dans toute la question des pilotes, des déplacements. Et puis, une vue significative de nos avions dans le hall de l'entre-deux-guerres et toute la partie tarmac avec les fusées, le 747, la tour de contrôle
contrôle très, très spécifiques. Une des particularités aussi du musée et sa force, c'est que nous sommes à la fois sur un site historique, puisque nous sommes dans l'aérogare bâti en 1937, mais aussi sur un site encore en activité, puisqu'il s'agit du premier aéroport d'affaires en Europe, et que cette mobilité, les gens peuvent l'observer dans ce cadre-là. Merci Marie-Laure. Et bien Clarisse, à vous. Hop. Bonjour à tous. Donc, le musée de l'automobile Henri Mallard, dont je suis la directrice, c'est un musée déjà qui appartient à une collectivité locale, la ville de Lyon, et qui... et mon PowerPoint a disparu. Très bien. Bon, c'est pas grave. Et qui, du coup, est un musée de collectionneurs, contrairement aux deux musées qui ont été présentés précédemment. C'est-à-dire que Henri Mallard, dont on porte toujours le nom, est quelqu'un qui a à peu près tout collectionné en fonction de la place qu'il avait. Évidemment, des automobiles, des motos, des vélos. On a également des transports en commun lyonnais, des pièces mécaniques, des affiches et plein d'objets publicitaires en lien avec l'automobile. Également des avions qu'on n'a plus depuis, et des trains. Donc, on avait pas mal de choses au même endroit, ce qui est un petit peu, on va dire, qui est un petit peu étrange au niveau des musées français, qui sont généralement plutôt spécialisés en effet. Nous, on a un petit peu de tout, et du coup, pas grand-chose pas beaucoup de chaque type d'objet. Donc, notre corps de collection, c'est quand même les automobiles, et des automobiles d'avant 1914, donc les automobiles très anciennes. Et l'autre particularité du musée, c'est qu'il est dans un domaine avec un château qui date de 1904, très exactement. Donc, ce qui est extrêmement marquant, parce que c'est rarement le choix que font les musées de transport, parce que ça pose des vrais problèmes pour faire rentrer les objets dans un château. Donc, avec du coup un château qui date de la même époque que les automobiles qui contient. Donc, on a évidemment des hangars, pour des raisons pratiques, qui ont été construites par la suite. Je rejoins Lionel sur les questionnements qu'on se pose nous aussi. Donc, on a un parcours qui a assez peu nous varié depuis la création du musée en 1960, et on a un vrai questionnement autour des mobilités, et de comment est-ce qu'on peut faire entrer un petit peu de sociologie dans une présentation d'objets techniques. Alors, on a, nous, beaucoup moins de choses innovantes que peut avoir le musée des Arts et Métiers, mais on a vraiment le prisme de la passion, parce que c'est comme ça qu'ont été intégrées nos collections, pas parce qu'elles étaient innovantes, pas parce qu'elles étaient techniquement plus intéressantes que les autres, mais parce que le collectionneur a trouvé que celle-ci était plus intéressante pour plein de raisons, notamment assez sentimentale. Donc, c'est aussi un prisme qu'on garde, la passion face à l'objet technique, donc l'émotion, et donc quelque chose qui est beaucoup moins scientifique, je dirais, que des musées techniques. Et c'est ce qui plaît aussi dans notre musée. Eh bien, merci à tous peut-être pour cette première introduction. Vous avez déjà, voilà, je donnais bien envie avec les images de vos musées. Vous avez commencé déjà à aborder finalement ce qui était ma première question, mais que je vais peut-être resserrer, si vous pouvez du coup peut-être aller à l'essentiel, puisque vous avez commencé à évoquer les problématiques effectivement que pose aujourd'hui la relecture de ces collections. Certaines sont aussi liées à leur matérialité, à leur conservation. Enfin, il y a beaucoup de défis. Voilà, donc peut-être la question qui pourrait tous nous intéresser, et sur laquelle il y aura sans doute des questions de nos auditeurs et auditrices, c'est: que disent ces collections aujourd'hui, et à qui, et quelles problématiques, en tout cas, cela vous pose, vous, voilà, dans vos, peut-être soit l'élaboration de vos projets scientifiques et culturels en cours, soit dans l'évolution de vos parcours de référence. Hein. C'est un peu ce que tu as commencé à dire, Marie-Laure, ou Lionel, avec ces nouvelles vitrines qui apparaissent liées aux vêtements pour apporter de l'humain. Et Lionel a sans doute aussi des choses à dire là-dessus, comme Clarisse. Je vous passe la parole si, voilà, en 2-3 minutes chacun, vous pouvez dire vos enjeux actuels. Eh ben, je prends le relais du coup. Alors, pour l'illustrer avec encore quelques images, au musée des Arts et Métiers, le choix qui a été fait lorsque le musée a été rénové, c'était
dérouler un fil rouge sur un thème qui était assez à la mode dans les années 90, qui était le thème de l'intermodalité, c'est-à-dire la complémentarité des modes de transport entre eux. Et c'est un sujet qui est porté à la fois dans les supports écrits de médiation qui accompagnent le parcours permanent du musée. Par contre, dans la mise en œuvre très concrète des collections, c'est un sujet qui reste assez abstrait, assez ténu. Finalement, on retrouve nos modes de transport qui se retrouvent alors qui dialoguent les uns avec les autres, mais qui restent quand même un petit peu en silo. C'est un peu compliqué d'arriver à montrer comment on passe, par exemple, du chemin de fer vers la navigation lorsqu'on transfère par exemple de la marchandise quand on arrive sur un port. Ces notions-là, en fait, elles sont matériellement un peu plus compliquées à montrer. Il n'y a que quelques objets très ponctuellement qui le mettent en œuvre. Et puis, par la dimension, la matérialité des collections en présence et le fait que le domaine des transports arrive en fin de visite, il y a eu le choix aussi de jouer un peu la carte du spectaculaire. Alors, je pense notamment à la présentation de l'avion de Clément Ader dans l'escalier d'honneur du musée. C'est extrêmement spectaculaire. Les visiteurs apprécient en fait beaucoup cet endroit. Ils apprécient l'objet à la fois pour sa dimension historique et esthétique, euh, mais finalement, pour l'instant, le discours reste assez anecdotique là-dessus. On ne rentre pas vraiment dans les détails à la fois des enjeux techniques et de l'extrême rapidité à partir des premiers essais de Clément Ader qui va générer la naissance de l'aviation moderne. Donc, on a comme ça un certain nombre de jocondes, entre guillemets, du musée qui sont mises en avant. L'avion de Clément Ader, également le fardier à vapeur de Nicolas-Joseph Cugnot, qui est sur l'image en haut à gauche, qu'on considère comme l'une des plus anciennes automobiles au monde, 1770. Et puis des présentations un peu plus ludiques quand on progresse au cours de la visite, avec notamment la présentation de vélos anciens sur une logique non pas exhaustive, mais plutôt d'essayer de montrer quelques grands jalons de l'évolution du cycle. Alors c'est intéressant parce que le public, quand il visite un musée des techniques et surtout un musée encyclopédique comme celui des arts et métiers, il a déjà été abreuvé de beaucoup d'objets et beaucoup d'objets qui précédemment dans la visite ont pu lui être un peu mystérieux ou hermétiques. Quand on voit des instruments scientifiques ou des objets de mécanique, ça peut être parfois un peu déroutant pour le public qui ne comprend pas ce à quoi il a affaire. Quand les visiteurs arrivent dans le domaine des transports, il y a quelque chose de très rassurant parce qu'en fait, on est confronté à des objets que l'on identifie du premier coup d'œil. On reconnaît un avion, on reconnaît une locomotive, on reconnaît un vélo. Mais en fait, pour nous, ce qui est important et ce sur quoi on réfléchit aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on va faire dire à ces collections. Il y a certes la dimension innovation qui est vraiment dans l'ADN du musée, mais il y a d'autres choses vers lesquelles on veut amener le public, et notamment des réflexions qui portent sur des enjeux très actuels, sur la mobilité, sur le développement durable, et clairement, on a des collections qui sont un très bon support pour arriver à tirer des fils et connecter finalement un sujet de société avec un sujet technique. Donc je dirais c'est un peu aujourd'hui dépasser le seul émerveillement et le plaisir que les visiteurs peuvent avoir à visiter le musée, mais arriver également à les intégrer dans des réflexions plus globales et montrer que le musée est acteur en fait dans ces réflexions qui préoccupent en fait tous les citoyens. Voilà ce que je peux dire. Marie-Laure, est-ce que tu veux enchaîner? Voilà, alors je propose, François, de prendre la troisième diapo. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur la manière dont on évoque les mobilités au musée. Là, une des spécificités du musée de l'air et de l'espace, la diapo suivante. Voilà, celle-là. La spécificité du musée, c'est d'avoir un certain nombre d'avions grandeur nature. Nous en conservons 400 aéronefs dans les collections. Alors, certains sont exposés dans les halls, d'autres sur le tarmac, d'autres en réserve et parfois même déposés dans d'autres lieux du territoire.
Mais un certain nombre de ces aéronefs sont visitables par le public. Alors, c'est le cas, par exemple, du Concorde que vous avez en haut sur la diapo ou du 747. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel pour nous, puisque une part de l'imaginaire, en fait, et de la compréhension du public passe justement par le fait de pouvoir rentrer à l'intérieur des avions. Alors, c'est vraiment un phénomène que j'avais rencontré déjà au musée portuaire de Dunkerque, où le fait de rentrer, par exemple, dans le bateau Feu Sandetti, dans la Duchesse Anne était extrêmement important, ou dans quelques véhicules à Mulhouse. C'était vraiment déterminant. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir rentrer et d'aller dans des véhicules échelle 1 permet aux gens véritablement de se projeter. Alors, dans le cadre du Concorde, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a un contraste considérable entre le côté extrêmement mythique du Concorde, l'ampleur de l'avion avec ses 800 mètres carrés de surface d'aile. Cet avion est vraiment prestigieux et quand on le découvre, il y a même 2 Concorde dans le hall, c'est extrêmement impressionnant. Et quand on rentre à l'intérieur, là vous avez la photo de gauche, c'est un avion qui est finalement très sobre, extrêmement petit à l'intérieur avec des tout petits hublots que 100 places. Donc le public est extrêmement étonné et on leur explique ensuite que le grand luxe et ce qui fait le prestige du Concorde, c'est moins l'aménagement que la qualité du service qui était amené à bord par la nourriture, par la qualité du service, l'apéritif, etc., qui était servi. Donc, c'est vraiment déterminant de pouvoir rentrer pour le public. C'est la même expérience dans le 747 que l'on voit en bas. Alors, le Concorde est dans la collection Musée de France, ce qui n'est pas le cas du 747, ce qui a permis il y a quelques années d'opérer un certain nombre d'aménagements beaucoup plus conséquents, puisque vous savez comme moi que c'est une des problématiques en fait de laisser rentrer le public dans les collections. C'est d'abord tous les aménagements qu'il faut faire au titre des ERP qui sont parfois extrêmement complexes, comme par exemple la question de l'accessibilité aux différents, par exemple aux avions, aux bateaux, etc., qui impliquent parfois quelques modifications qu'on essaye de faire le plus minime possible et du coup il faut demander des dérogations. Mais là, dans le 747, il y a par exemple les soutes qui sont visibles, il y a des aménagements commerciaux, il y a la vue du cockpit et ça c'est évidemment extrêmement apprécié du public. Et puis comme par contre on ne peut pas laisser les gens s'asseoir évidemment sur les sièges des avions patrimoniaux, on a créé dans la nouvelle médiathèque qui est ouverte depuis quelques mois une sorte de lieu de découverte des audiovisuels du musée dans lequel les gens, en fait, c'est une sorte de carlingue reconstituée qui fait tout à fait illusion et dans lequel vous avez des vrais sièges d'A380 dans lequel le public peut s'installer et sur les écrans, comme les sièges d'avion réels, ils peuvent visionner un certain nombre de films de leur choix qui sur différentes thématiques avec différentes longueurs et des films adaptés aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ils peuvent regarder de façon très libre et vraiment dans les meilleures conditions possibles des films qui permettent justement de compléter la thématique de la mobilité, puisque dans ces films, on voit par exemple des anciennes publicités pour les compagnies aériennes, on voit les passagers, les hôtesses, enfin toute l'activité aérienne qu'on ne peut malheureusement pas présenter dans les collections mêmes, puisque finalement, le paradoxe majeur de ces musées de transport, c'est que, par exemple, au musée de l'air, l'idée, c'est de faire en sorte que les avions qui sont quelque part cloués au sol, en fait, les gens se les imaginent aussi dans les airs. Alors, ça passe aussi dans la grande galerie par le fait que les avions des pionniers, on les a mis pour un certain nombre sur des poteaux à 2,50 m du sol. Donc, le public passe sous ces avions et du coup, on a presque l'impression de les voir s'envoler au-dessus de soi, un peu comme dans l'esprit un peu des premiers meetings des pionniers. Donc, ça change tout à fait l'impression qu'on peut avoir dès que l'avion n'est plus simplement posé au sol, mais en l'air. Alors, c'est le cas encore évidemment de manière plus spectaculaire de quelques planeurs anciens qui sont accrochés sur les voûtes du musée. Mais vraiment, ce paradoxe d'avoir des avions cloués au sol alors qu'on veut parler de mobilité, c'est très, très particulier et très, très important pour nous. C'est vraiment un des défis qu'il faut relever.
Merci Marie-Laure. Clarisse, du coup, vous, alors vos défis, je pense qu'ils sont nombreux. On va peut-être commencer par la question des collections. On viendra peut-être sur les autres sujets du récit plus tard. Ah, on est plongé longtemps en arrière là. Hein. Oui, je ne sais pas si vous voyez du coup. Ça a disparu, on l'a vu, mais ça a disparu, moi en tout cas. Évidemment, ça ne marche pas comme je veux. Bref, je réessaye. Et du coup, peut-être celle-là. Voilà, c'est bien. Là, on voit une Jeep. Super. Alors, la particularité du musée de l'automobile Henri Malart, c'est qu'on a à peu près 70% de nos collections qui sont roulantes. Donc, on fait rouler. Donc, avec des problématiques, en effet, qui sont assez peu compatibles avec le statut musée de France de nos collections. Donc, c'est des objets qui sont toujours des objets utilitaires qui sont toujours utilisés. On considère ça pour deux raisons. La première, c'est qu'on considère que ça aide à entretenir l'objet, notamment le moteur. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, on permet à nos visiteurs de voir cet objet en action. Ce qui est toujours intéressant de voir une voiture rouler plutôt que clouée au sol, comme le disait Marie-Laure. Ça marche extrêmement bien. Donc, on a des animations. On ne peut pas le faire tous les jours pour des raisons de moyens. Mais les gens vraiment aiment bien les voir rouler et ils peuvent aussi monter dans certains véhicules roulants. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on le fait sur d'autres objets comme les vélos. On s'amuse à faire des courses de draisienne ou de Granby, ce qui est toujours des grands moments et très très drôle. Alors pas forcément avec des objets de collection, mais avec des reconstitutions. Et je pense que ça prend tout son sens et on s'amuse beaucoup. L'autre pendant de ça, c'est les savoir-faire. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens aujourd'hui. Donc évidemment, pour faire rouler une automobile d'avant 1914, il faut avoir des personnes spécialisées, donc des mécaniciens qui sont spécialisés dans la mécanique ancienne. Et du coup, on fait des visites avec des visites d'atelier qui marchent aussi très 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 bien. Et je pense que c'est une des forces du musée, le côté roulant. Et pendant longtemps, le musée Malart a toujours fait rouler ses véhicules, hein, mais pendant longtemps, on ne pouvait pas le voir. Donc, on était juste en train d'expliquer aux gens, cette voiture, elle est roulante, il faut nous croire sur parole, parce que vous ne la verrez jamais. Donc, on a essayé de remettre un petit peu d'expérience dans ce musée. Je pense que le mot expérience, c'est ce qui définit bien ce qu'attendent de nous nos visiteurs, l'expérience de voir l'objet en train de fonctionner. Voilà, donc du coup, je vous disais, on a plusieurs types de collections. On a donc l'automobile qui est le cœur de nos collections. En haut à gauche, vous verrez, c'est un wagon du funiculaire de Fourvière. Donc, c'est en dessous une moto, des petites miniatures, donc des jouets, un grand bide, des affiches. Voilà tout ce que vous pouvez trouver chez nous. Du coup, c'est vraiment les animations qu'on crée au musée Malart sont vraiment ce que le public vient chercher chez nous. C'était la question effectivement que j'allais poser et que j'allais vous poser maintenant à tous les trois sur les publics. Qui sont vos publics? Comment perçoivent-ils les collections et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Quelles sont leurs attentes? Peut-être que du coup, Clarisse, si vous voulez nous en dire un peu plus, voilà, par rapport peut-être aussi à est-ce que le public il a évolué, qui sont vos visiteurs, et puis on reprend dans l'autre sens, voilà, Clarisse, Marie-Pierre, Lionel, un peu sur ce sujet-là, puisque comme vous le disiez, il y a des musées parisiens, des musées en région, donc c'est aussi des contextes de visite, j'imagine, qui sont différentes. Vous avez un public fidèle, le rapport aux bénévoles, je pense peut-être aussi, ça peut être intéressant. Nos publics au musée Malart, c'est essentiellement un public familial. Alors, ce que je vous dis là, on a fait une étude des publics, hein, parce que c'est compliqué de savoir qui vient si on ne fait pas quelque chose d'assez factuel quand même. Donc, elle est un petit peu âgée, parce qu'elle date de 2019. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a surtout un public familial avec beaucoup d'enfants qui viennent voir. Et on a un taux de satisfaction dans notre musée qui est au-delà de 98%, donc qui est excellent. Et pourquoi ils viennent au musée? C'est essentiellement à des fins de loisirs et pour passer un bon moment. Et on s'est aussi aperçu que c'est souvent le seul lieu culturel qu'ils fréquentent, hors cinéma. Donc en fait, on est sur des personnes qui ne sont pas du tout le public habituel des musées. Donc on était assez surpris parce qu'on sait que le public des musées est quand même souvent le même, donc qui fréquente aussi le théâtre, l'opéra, etc. Enfin voilà, il y a des gens qui ont des pratiques culturelles élargies qui vont dans les musées. C'est pas du tout le cas du musée Malart.
Donc, on était très contents de cette espèce de spécificité. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité qui est liée, qui est pour tous les musées de transport ou c'est vraiment spécifique au musée. On a évidemment quelques spécialistes, mais ce n'est pas beaucoup, c'est vraiment un public de niche et souvent en groupe. Et qu'est-ce qu'ils attendent chez nous? Justement, en fait, on a souvent la petite phrase « on vient chez vous parce que vous n'êtes pas un musée ». Voilà, donc une espèce de crainte et de peur que le musée ne soit pas fait pour eux, voilà, parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre, etc. Donc nous, on a une image plutôt loisir. Donc c'est en tout cas quelque chose qu'on a en tête et qu'on essaye de garder et justement pas avoir un type de développement de nos parcours qui soit similaire au musée classique, parce que c'est pas ce qu'attend notre public et on ne voudrait pas non plus les effrayer. Voilà, on essaye quand même comme on a cette espèce de un public qui n'a jamais visité d'autres lieux culturels, d'essayer d'aller les inciter à aller voir d'autres lieux culturels en disant, vous voyez, finalement, ça s'est bien passé chez nous, ça peut bien se passer ailleurs aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, nos publics attendent ça. Je pense que c'est parce qu'on a beaucoup d'animations aussi qu'on a ce type de public. Donc, voilà, on l'a fait de façon on a développé ça de façon très empirique en pensant que ça allait plaire. Et en fait, on s'est vraiment bien positionné, donc on est assez content. Et donc, les 2 images que je n'ai pas commentées quand même, donc vous voyez, c'est des animations et on a donc un public jeune, enfin très jeune. Merci Clarisse. Peut-être Marie-Laure, dans tes différentes expériences, et particulièrement la dernière, là aussi, tu as commencé à évoquer la question des publics avec la médiathèque et la notion d'expérience. Voilà, je veux bien qu'on mette la 4e diapo là. Je vous parlerai de la médiathèque. Alors, justement, de manière transversale dans mes différentes expériences, je me suis aperçue à quel point les véhicules ou les objets de transport échelle 1 sont vraiment quelque chose d'absolument essentiel pour attirer le public. Alors, c'est vrai, bien sûr, au musée de l'air et de l'espace, mais je me souviens, par exemple, à Dunkerque, que les 4 bateaux étaient vraiment ceux qui amenaient un certain nombre de gens, notamment des visiteurs en famille, à venir au musée. Et ensuite, c'était une occasion de leur faire découvrir la partie, j'allais dire, plus classique et traditionnelle du musée, qui ressemblait plus à un musée d'histoire avec des tableaux, des documents, des outils, des archives, etc. Donc, je pense que c'est une façon aussi d'entrer dans ce monde des transports de manière très spectaculaire. En fait, j'avais pu remarquer que c'est un peu la différence d'un musée de site, par exemple, ou un écomusée avec toute la partie site en plein air et un musée plus traditionnel, musée d'histoire. Donc ça, c'est un point vraiment important. Alors au musée de l'air, on a eu pendant longtemps un public qui était essentiellement des hommes 25-35 ans avec un niveau d'études déjà relativement conséquent. Évidemment, beaucoup de gens qui viennent du milieu de la technique, mais on s'aperçoit que quand même de plus en plus, on a un public familial, notamment parce qu'il y a une politique événementielle extrêmement développée au musée. Il y a un espace qui s'appelle Planète Pilote, qui est un peu une sorte de cité des enfants au musée de l'air. Et puis, on a des événementiels extrêmement intéressants, comme par exemple Ciné Tarmac, qui est un cinéma en fait avec des projections en plein air sur un avion directement, en l'occurrence le 747. C'est très spectaculaire. Quand vous voyez par exemple des films comme Sully, où vous savez, c'est le fameux avion qui s'était déposé sur l'Hudson, ou même Top Gun ou autre projeté sur l'avion, et que vous assistez à ça installé dans des transats, c'est à la fois extrêmement agréable pour tous les publics et en fait, ça donne un contexte très, très particulier. Le dernier film était Boîte Noire, où on essaye évidemment d'avoir une correspondance entre le film projeté et le cadre tout à fait extraordinaire. On a même parfois des concerts comme Cercle, par exemple, qui est un concert de musique actuelle assez réputé dans toute l'Europe. Donc, on essaye de diversifier tout à fait les approches. Et là, je reviendrai sur les autres photos, mais en bas dans la médiathèque est un espace ludothèque où on essaye de faire découvrir le monde de l'aviation de façon y compris très
sympathique. Et vous voyez tout de suite, par exemple, que les codes, pour faire découvrir le mot code, on a par exemple, on a repris les panneaux d'affichage, on reprend les codes de l'aérien. Vous voyez aussi, alors on ne voit pas très bien sur la photo, c'est les fameux tapis à bagages sur lesquels on a déposé nos dispositifs ludiques et pédagogiques. Et puis en fond, cette grande photo, et vous voyez que ces trois éléments qui sont très symboliques du monde aérien, ces codes, on va dire, de référence qui parlent à tout le monde, les fameux panneaux d'affichage avec le noir, le jaune et vous savez, les petits pictos atterrissage, décollage. Voilà, les gens partent alors que là, on est bien au cœur du musée, hein, donc on est bien loin des terres du Chili ou du départ. Mais avec des petits trucs comme ça, on arrive à amener cette notion de mobilité qui est tout à fait essentielle. Et bien sûr, la ludothèque est à l'intérieur de la médiathèque et il y a toute une série de livres sur les compagnies, les voyages, etc., l'histoire des destinations ou autres, qui permettent aux gens justement d'aller plus loin et de dépasser le cadre strict de la découverte des collections, des avions, etc., et de découvrir vraiment cette notion de voyage tout à fait fondamentale pour notre musée. Lionel? Alors, chez nous, on a des visiteurs. Alors, comme beaucoup de musées franciliens, on a à peu près 40% de nos visiteurs qui viennent de Paris et de la région Île-de-France, à peu près 40% de nos visiteurs qui viennent des territoires en région en France, mais généralement à moins de 2 heures de train de Paris, et à peu près 20% de visiteurs étrangers, des touristes en fait, qui viennent à Paris. Donc, on est un peu hors des circuits touristiques, Louvre, Pompidou, Orsay, Versailles, qui font aussi partie de cet écosystème. On a la particularité de recevoir une part importante de visiteurs scolaires, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, avec une forte dimension enseignement professionnel et école d'ingénieurs. Et notre public, on va dire individuel ou de groupe culturel, est quand même encore très largement constitué de personnes CSP+, avec un niveau d'études généralement bac+5, voire au-delà. Donc, un visitorat un peu exigeant, et il est très important pour nous d'arriver à diversifier ce visitorat et à le fidéliser. D'autant plus qu'on a quand même beaucoup de visiteurs quand ils viennent chez nous qui ne savent absolument pas ce qu'ils viennent voir, parce que l'expression arts et métiers est aujourd'hui complètement, elle est passée dans le langage courant, mais sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Ça reste un vocable du XVIIIe siècle, et voilà, on a beaucoup de gens qui poussent la porte du musée sans trop savoir vraiment ce qu'ils vont y découvrir. Lorsque on a conçu l'exposition Permis de conduire, qui a fonctionné il y a un an en fait, hein, octobre 2022, mai 2023. On a créé une saison culturelle autour des mobilités, justement avec des événements un peu comme ce que Marie-Laure disait pour le musée de l'Air, où on a essayé de diversifier un petit peu notre offre pour attirer de nouveaux publics. On a fait par exemple une soirée culte où on abordait la question de l'automobile et des super-héros autour de la figure de Batman. Et en fait, ça c'est quelque chose qui a très bien marché. On a fait aussi des événements autour des lois sur la mobilité, la transition environnementale, pour amener les visiteurs à saisir la complexité juridique de tous ces éléments-là. Et dans l'exposition, on s'est employé à essayer de montrer la voiture à la fois comme un objet technique, puisque c'est vraiment notre cœur de collection au musée, mais aussi comme un objet de mobilité. Bon, ça c'est assez facile, et on a voulu vraiment, pour que le visiteur entre facilement dans le sujet, insister sur la dimension socioculturelle. Avec une scénographie, c'est l'avantage des expos temporaires, de jouer finalement sur des codes scénographiques éphémères, mais qui peuvent être très immersifs, en reprenant par exemple l'esthétique de la station-service des années 50-60, dans laquelle on a mis énormément de produits dérivés, d'objets finalement que chacun pouvait retrouver chez soi, que ce soit des jeux de société, que ce soit des objets, des produits dérivés par exemple. Et du coup, on a pu jouer sur ces variations, de montrer à la fois des objets issus des collections, mais aussi des objets qui venaient du commerce, des choses tout à fait banales, des menus objets sans grande valeur, mais qui finalement peuvent signifier beaucoup pour le public. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de connecter le sujet automobile à celui de la mobilité,
en replaçant la voiture plus largement dans un système global de mobilité, en disant, bah voilà, l'automobile, c'est un mode de transport parmi tant d'autres. Il est adapté à certains déplacements, il ne l'est pas pour d'autres, avec je dirais, cette attention tout au long du projet de ne stigmatiser aucune attitude, aucun comportement. Nous ne sommes pas là pour dire que telle solution est meilleure qu'une autre en termes de mobilité. Nous ne sommes pas là pour faire les gros yeux aux visiteurs qui utilisent leur voiture au quotidien pour se déplacer, et on n'est pas là non plus pour se moquer des visiteurs qui gravitent dans l'environnement proche du musée, dans le 3e arrondissement de Paris, qui se déplacent à trottinette ou à vélo. Nous, on est là pour recueillir en fait toutes ces expériences-là, essayer de les décoder, de les décrypter et de montrer finalement là où il y a de l'innovation et là où certaines solutions peuvent être réinvesties sur d'autres territoires. Donc on a essayé vraiment de se positionner comme une sorte de réceptacle en fait de certaines pratiques, de certaines innovations, et d'essayer d'expliquer tout ça à nos visiteurs. Donc de rester dans cette mission de vraiment de pédagogie par l'objet qui, malgré tout, fait là aussi l'ADN du Musée des Arts et Métiers. Merci Lionel de terminer par cette ouverture sur notre troisième ronde, on va dire, de questions qui a plus trait à la question des récits et finalement à la relation aussi aux politiques, en le sens que le musée n'est jamais un terrain neutre et que là aussi, selon les projets des musées, la relation à la politique culturelle et parfois aussi des commandes de l'autorité de tutelle, on va pouvoir avoir différentes injonctions, paradoxales ou non. Donc c'est vrai que c'est là-dessus, j'aimerais un petit peu vous entendre. On en avait un peu discuté, nous, dans notre conseil d'administration, ou en tout cas réseau des musées de société. Je pense notamment à l'exposition sur le vélo que Olivier Cogne a pu mener au musée dauphinois, voilà, dans un contexte là aussi de municipalité, si le musée est départemental, mais de municipalité écologique à Grenoble, et avec parfois, Lionel, vous disiez, des comportements des différents usagers des transports qui ne sont pas toujours ni rationnels, ni apaisés. Donc, comment oui, faire en sorte aussi peut-être que le musée soit un lieu de débat et d'échange, mais aussi un lieu safe, entre guillemets, où chacun respecte la parole de l'autre. Et en même temps, je pense que c'est un vrai questionnement. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera, nous, l'année prochaine, dans nos rencontres professionnelles au musée de la Vénois, qui sont sur la thématique de l'éco-responsabilité, sur quel récit aussi nous posons, notamment dans des lieux de patrimoine industriel. On a souvent tenu un récit innovation égale progrès, et comment aussi aujourd'hui peut-être on change, on fait évoluer ces récits. Donc, je ne sais pas qui veut commencer sur ce sujet peut-être un peu épineux. Je dirais peut-être Clarisse. Clarisse, vous le disiez en introduction, travailler dans un musée relevant d'une collectivité territoriale. Voilà, donc là aussi, comment se gère au quotidien l'activité, et quelles sont aussi peut-être les attentes de vos élus sur ces sujets de positionnement du musée, de concept finalement d'un musée qui porte automobile dans le nom du musée, mais en même temps, on l'a vu au travers de votre exposé, qui a une diversité finalement de collections bien plus large. Alors oui, c'est donc depuis la dernière élection, en fait, on a une mairie écologiste à la tête de la ville de Lyon. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment que le musée essaye de se positionner comme un acteur des réflexions autour des mobilités. Et donc à leur côté aussi, parce que c'est quelque chose, donc la ville de Lyon, c'est essentiellement la métropole chez nous qui aménage, plus que la ville de Lyon, qui est aussi écologiste. Et du coup, comment on positionne ce musée-là comme aussi un endroit où on peut parler de toutes ces questions-là, et je rebondis sur ce que disait Lionel, un endroit où finalement toutes les opinions et toutes les pratiques, elles sont entendables, et on est là pour ça. On se heurte à pas mal de préjugés et d'idéologies autour de la voiture. On a, nous, encore un certain nombre d'élus qui ne veulent pas forcément venir nous voir parce qu'en effet, il y a le mot automobile dans notre musée, et qui voient ça, qui voient notre musée plutôt comme une espèce d'apologie de la voiture, ce qu'on n'est pas du tout. Et donc, du coup, on a un petit peu du mal à casser ce préjugé, parce que je pense que c'en est souvent de personnes qui ne sont jamais venues au musée.
on essaye de faire bouger des lignes. On a notamment aussi des difficultés sur certains événements qui avant passaient sans souci auprès de notre tutelle, qui passent plus du tout. Voilà, par exemple, j'ai un exemple où on devait participer à une opération caritative avec des Ferrari. Bah, là, le mot Ferrari les fait bondir maintenant. On ne peut plus. On ne peut plus faire ce genre de choses, donc on essaye de faire de la pédagogie. C'est pas forcément facile parce que pour certains de nos élus, s'associer, ne serait-ce que pour discuter avec le musée de l'automobile, est très difficile à assumer pour eux. Donc on arrive, on grignote, c'est très très lent et très très compliqué, mais on arrive à grignoter un petit peu et à faire bouger ces lignes-là. Nous, ce qu'on aimerait vraiment en tant que musée municipal, parce que c'est ce qu'on est, c'est participer, être un acteur de ces changements-là avec notre composante de musée, à savoir avec amener une profondeur historique, non pas pour conseiller, parce que ce n'est pas notre rôle de conseiller les aménageurs publics, mais en tout cas de pouvoir un petit peu intégrer ce monde de l'aménagement aussi du territoire qui nous intéresse. Voilà, on y arrive vraiment petit à petit. Hein. C'est loin d'être facile et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pourrait pas du tout s'y intéresser. On a proposé à nos élus de vraiment consacrer une partie importante de notre parcours d'exposition permanente à la question des mobilités. Donc voilà, c'est des choses qui sont en cours, qui les intéressent plus ou moins, au moins les lieux à la culture en tout cas. Voilà. Merci Clarisse, je pense qu'on reviendra sur ce sujet. Il y aura sans doute des questions dans l'auditoire parce que c'est un sujet très vaste. Je ne sais pas, Marie-Laure ou Lionel, qui veut rebondir. Vous avez peut-être une relation différente en tant que musée national, mais c'est quand même, je pense, un sujet qui se pose. Oui, je veux bien enchaîner. Alors, pour nous, c'est en effet un sujet tout à fait crucial, d'autant plus que nous sommes en train de préparer un nouveau hall sur l'aviation civile, légère et commerciale à partir de 1945 et donc jusqu'à nos jours, voire la prospective. Donc, c'est tout à fait essentiel. Alors, il est clair en plus que le musée a la particularité d'accueillir, enfin, sur son emprise, tous les 2 ans, le Salon international de l'air et de l'espace, qui est une manifestation dont on parle souvent un petit peu dans les médias, puisque c'est un salon extrêmement important, un des plus grands salons aéronautiques du monde. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un certain nombre de collections sont arrivées au musée. Je pense notamment aux 2 maquettes à l'échelle 1 des fusées Ariane 1 et Ariane 6, donc 48 et 53 mètres de haut. Donc, c'est en plus quelque chose qui permet d'enrichir. Alors, ce salon est organisé notamment par le GIFA, c'est le groupement des industries aéronautiques. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien assez proche avec le musée. Alors, dans ce cadre-là, comment faire pour garder un certain recul par rapport à nos futures présentations? Donc, on a un groupe de travail, un conseil scientifique dans lequel on a intégré depuis quelque temps des chercheurs CNRS notamment qui font partie d'un groupement qui s'appelle Climaviation, qui travaille notamment sur l'impact en fait de l'aviation sur le climat, la pollution, etc. Et puis, on essaye aussi d'aborder les aspects sécurité. Alors, dans un premier temps, certains membres du conseil scientifique ou du groupe de travail qui comporte un certain nombre d'industriels ou de gens du monde de l'aéronautique ne voulaient pas du tout qu'on parle d'accidents. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, ils comprennent un petit peu mieux le propos que l'on veut développer. Et a priori, on va pouvoir, avec Airbus et l'aide du BEA, le Bureau d'enquête accident, aborder la question d'une part à partir d'un reste de moteur qui a été retrouvé au Groenland suite à un accident, mais qui n'a pas donné lieu à des décès. Donc, c'est déjà plus facile d'en parler. Et puis, on va l'aborder surtout par le biais de la prévention. D'ailleurs, on vient d'aller visiter il y a quelques jours le tout nouveau espace sécurité à Airbus qui vient tout juste d'être mis en service pour l'entreprise en interne parce qu'ils sont aperçus que grâce à l'exemple japonais, c'était quelque chose d'important, y compris en interne, de parler de la prévention de la sécurité.
Alors, ce qu'on va essayer aussi, bien sûr, c'est de parler dans notre espace de toutes les évolutions à venir, le biocarburant, les avions à hydrogène et tout, avec un regard justement très le plus scientifique possible, c'est-à-dire en montrant le plus possible la pluralité des avis, avec les pour, les contre, les essais, les échecs éventuellement. C'est tout à fait envisagé. Et puis, on va constituer dans nos collections, on collecte déjà un certain nombre de tracts ou autres, par exemple sur des phénomènes comme Notre-Dame-des-Landes, le bashing de l'aérien ou autre. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour les sortir en tant que tels, mais on commence à collecter et on a dans la médiathèque déjà quelques ouvrages qui peuvent évoquer ces questions. Alors, on n'en est pas encore à pouvoir le présenter directement dans les expositions, mais on est en train de préparer ça. Mais je pense que dans ces domaines-là, c'est important d'y aller un peu pas à pas, y compris par rapport à nos partenaires pour qu'ils comprennent bien. Et eux-mêmes, d'ailleurs, le SIAE, depuis cette année, a fait tout une sorte d'espace très conséquent sur l'avion du futur ou autre. Je pense qu'ils comprennent qu'au-delà du bashing de l'aérien qui a une sorte de traumatisme dans le secteur, il faut absolument communiquer avec le public pour expliquer les innovations et comment l'avion va essayer d'évoluer pour être le moins polluant possible à l'avenir. Bien, merci Marie-Laure. Si tu veux qu'on te prête je te mets dans le Oui. chat. Au musée de Bretagne, on a évidemment nous aussi collecté, pas sur cet angle de l'aérien finalement, mais plus sur la question des luttes. Donc, Notre-Dame-des-Landes, on a aussi des éléments. C'est pas facile aussi à approcher cette question aussi des communautés. Tout à fait. Voilà, de personnes qui sont très fermées et qui voient aussi des institutions. Alors, je n'ose même pas penser à une institution nationale, mais même une institution régionale comme nous, c'est compliqué. On est regardé pas toujours du bon œil. Lionel, je te laisse terminer et puis je prierai l'auditoire. J'ai une réunion plénière. Je vais laisser François prendre le relais ensuite pour la suite de la discussion et je vous souhaite à tous une bonne fin de jeudi. À très bientôt. Merci Céline. Côté arts et métiers, nous, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que sur certains sujets d'exposition, le milieu industriel pouvait avoir envie de mettre un peu son nez dans le contenu. Et donc, toute la difficulté, elle était finalement pas tant avec le politique, puisque c'est aussi l'avantage des établissements publics nationaux d'être peut-être moins en prise avec des élus que sur les territoires. Par contre, voilà, nous, on doit travailler avec les industriels et on avait vraiment à cœur de garder une indépendance pour garder toute crédibilité quand on aborde notamment la question de l'automobile. Et du coup, il a fallu travailler avec un conseil scientifique volontairement constitué d'universitaires, de chercheurs, mais et de professionnels de musée, mais qui n'étaient pas du tout avec des accointances avec le monde automobile, parce que justement, on voulait garder une forme d'indépendance et assumer ce que le musée peut apporter finalement comme contribution au débat avec ses originalités. Le fait, par exemple, d'ancrer le sujet des enjeux de la mobilité dans un temps long, puisque le musée s'appuie sur des collections qui sont en partie historiques, avec des problématiques qui ressurgissent à certains moments de l'histoire, notamment les motorisations électriques, qui sont quand même une vieille question. Et finalement, le musée, il a toute légitimité à parler de ces éléments-là, et en plus, il s'appuie sur les collections pour le montrer. Donc, du coup, ça permet de prendre du recul par rapport à certains débats, des fois, où on voit des spécialistes qui s'asticotent dans la presse. Eh bien, nous, on essaie de prendre du recul. On peut prendre ce recul aussi parce qu'on ancre le propos dans la matérialité. Quand on parle de batteries pour voitures électriques et qu'on veut aborder la question du poids des batteries, des questions de temps de charge, le fait de montrer un châssis de voiture avec des batteries à l'intérieur, ça permet tout de suite au public de saisir ces éléments-là. S'il l'a vu dans la presse ou sur Internet, il l'a vu par le biais de photos, c'est pas tout à fait la même chose que de se rendre compte vraiment avec son propre regard de à quoi ça peut ressembler. Et
enfin, on a vraiment voulu faire œuvre de pédagogie en se disant, ben voilà, sur la question des enjeux de l'automobile et notamment des motorisations, il existe plusieurs solutions techniques actuellement qui cohabitent. Ces solutions, on n'est pas là, nous, pour les classer, les hiérarchiser, mais on est plutôt là pour expliquer les tenants et aboutissants en montrant que chaque solution technique, alors que ce soit le moteur thermique ou le moteur électrique, a des avantages et a des inconvénients, qu'il faut replacer, il faut prendre du recul, il faut placer la question de la motorisation dans le véhicule que le moteur fait avancer, mais aussi en fonction des usages. Est-ce que j'habite en pleine ville? Est-ce que j'habite à la campagne? Est-ce que je suis plutôt en plaine? Est-ce que je suis dans la montagne? Est-ce que je dois faire beaucoup de routes au quotidien ou pas? Et en fait, notre but, c'était de dire à nos visiteurs, on n'est pas là pour vous dire quelle solution finalement est la meilleure pour la communauté nationale. On est plutôt là pour vous dire qu'il y a des informations qu'il faut prendre en compte pour, en tant que citoyen, prendre part au débat. Il y a un côté, c'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais il y a un côté lumière en fait, hein, éclairer les citoyens sur certains sujets avec des éléments très très tangibles en leur disant voilà, maintenant c'est votre responsabilité aussi en tant que citoyen de faire votre choix. Nous, en tant que musée, on vous donne des éléments, à vous après d'en faire votre miel. Et les enquêtes de public qu'on a pu faire nous ont montré que cette démarche-là avait été appréciée par les visiteurs et qu'ils avaient compris dans l'exposition qu'on les invitait finalement à réfléchir et ils l'ont perçu de manière plutôt positive, ce qui nous donne du coup du grain à moudre dans le cadre du PSC du musée pour le réinvestir dans le parcours permanent dans les prochaines années. Eh bien, merci beaucoup, Lionel, Marie-Laure et Clarisse, pour ces premiers éléments. C'est vrai que vous avez balayé pas mal de sujets. Alors, ce que je vous propose désormais, c'est de passer au temps d'échange avec les participants. Donc, n'hésitez pas à interpeller directement donc, nos intervenants, ou même ensuite Lionel, Marie-Laure, Clarisse, si vous voulez apporter d'autres précisions ou rebondir sur ce que vous avez dit les uns les autres. Et voilà, n'hésitez pas à vous, alors soit à lever la main via Teams ou soit à parler directement dans votre micro. Oui, Dylan, vous avez une question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Dylan Courtin, je suis chargé des collections au musée Compas à Chartres, donc, qui est un musée sur l'agriculture, et notamment la plus grosse partie de nos collections traite du machinisme agricole. Et moi, j'aurais plutôt une question pour Madame Despierres, c'est en fait, donc vous dites que votre matériel est roulant, et nous aussi, la plupart des tracteurs qui sont exposés dans la galerie sont roulants. Et on va essayer enfin, ça se faisait déjà à l'époque, ça se fait plus depuis le Covid, mais on va essayer de les refaire rouler pour le montrer au public. Et moi, ma question, c'est quel est le sens que vous donnez justement à ces démonstrations de matériel roulant? Parce que je sais que pour le public, bon, ça reste impressionnant et ça reste marrant aussi. Enfin, voilà, c'est fun. Mais vous, en tant que musée, derrière, quel est le discours que vous essayez de mettre derrière ces démonstrations? Alors, je dirais il est double, ce discours. Le premier, c'est que nous, on considère que ça reste un objet mécanique et que pour pouvoir le garder en état roulant, il faut le faire rouler. Donc, c'est un souci de conservation qu'on a, de conservation en état roulant. Donc ça, c'est important pour nous. Et ça, on pourrait choisir de le faire en effet et de ne pas le montrer au public, ce qu'on faisait auparavant. Et on a décidé de montrer nos véhicules roulants au public aussi pour que les personnes puissent voir finalement l'objet dans son utilité première, à savoir de rouler. C'est vraiment l'objectif. En effet, il y a un côté un petit peu impressionnant, peut-être un petit peu paré d'attraction, voilà, qu'on pourrait considérer. Mais ce qu'on retient, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cet objet, il a été fait pour rouler. Donc, on vous le montre, on vous montre ce pourquoi il a été fait. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on arrive le plus à comprendre peut-être aussi des constructions et des éléments de l'automobile quand on le voit rouler. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre quand il est statique parce qu'en fait, son usage, c'est de rouler et pas de rester longtemps au même endroit. Mais la première considération, en tout cas, était vraiment la conservation. Et puis après, on a eu ce raisonnement, mais il y a quelques dizaines d'années. Après, je précise aussi qu'on ne fait pas non plus trop rouler parce qu'il faut avoir un équilibre
Ça reste des objets anciens. Pour la plupart des automobiles qui sont chez nous, c'est des objets qui ont été sauvés de la casse. Donc, c'est-à-dire, elles ont vécu leur vie de voiture et elles sont au musée comme elles auraient pu finir à la casse. Donc, elles sont déjà en fin de vie quand on les récupère. Donc, comment est-ce qu'on finalement, on arrive à avoir cet équilibre-là? Rouler, oui, mais pas trop non plus pour pas les abîmer outre mesure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À peu près, à peu près. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, Peut-être Marie. juste pour compléter ce que dit Clarisse, il y a probablement en effet un aspect conservation. Une des difficultés que nous rencontrons tous, que ce soit d'ailleurs dans le patrimoine de transport ou dans les machines en mouvement d'une façon plus générale, c'est le problème, la question de l'usure des pièces, les changements qui sont indispensables, la mise en conformité. Par exemple, je sais que dans le ferroviaire, le fait de faire rouler des locomotives, par exemple, impliquait d'amener un certain nombre de changements au niveau des installations techniques, des ajouts d'équipements de sécurité et de modifier un certain nombre de pièces. Donc, c'est pas neutre. En même temps, je comprends tout à fait l'intérêt de faire rouler. Moi, personnellement, j'ai toujours considéré que ce qui était important, c'est d'avoir une complémentarité entre des objets qui sont fixes parce qu'on les garde tels quels pour pouvoir justement ne pas changer les pièces d'usure, ne pas modifier les systèmes ou autres, donc vraiment dans leur intégralité, dans leur intégrité. Et d'autre part, des objets en mouvement qui sont, par exemple, parfois classés monuments historiques, mais pas forcément inscrits au titre Musée de France, sachant qu'après, on a évidemment dans nos musées toute la question de la restauration. Alors, chez nous, en plus, il y a quelques années, il y avait des avions qui volaient, mais il y a eu des accidents, y compris des accidents mortels, donc ça a été arrêté. Mais par ailleurs, il y a la vraie problématique de la restauration depuis l'instauration de la loi de 2002. Et nous, on l'a résolu en ayant d'une part une conservatrice tout à fait spécialisée en restauration que certains d'entre vous connaissent, Agnès Mirambet-Paris. Ensuite, elle chapeaute deux restaurateurs du patrimoine, l'un qui a une formation classique et l'autre qui est arrivé par VAE en étant au départ chaudronnier aéronautique. Et ces restaurateurs du patrimoine font une sorte de cahier des charges pour les techniciens du musée, les mécaniciens, les chaudronniers aéronautiques qui mettent en œuvre avec eux, bien sûr, les opérations. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à contourner le délicat problème de la restauration des objets techniques dans nos musées, sachant qu'on sait tous qu'il n'y a quasiment pas ou extrêmement peu de restaurateurs, j'allais dire, habilités, capables de restaurer, par exemple, un bateau comme c'était le cas pour la Duchesse Anne, un avion, etc. Ça n'existe quasiment pas dans les gens formés à l'école du patrimoine actuellement. Oui, Yoel. Oui, pour compléter ce que viennent de dire Clarisse et Marie-Laure, nous au Musée des Arts et Métiers, on a eu pendant très longtemps une approche très archéologique sur la conservation, en se disant que les véhicules, comme du reste beaucoup d'éléments de la collection, devaient essayer on devait les garder dans leur état historique le plus intègre possible. En fait, on essaye d'assouplir aujourd'hui cette question-là, puisque on se rend compte que ça soit sur les véhicules ou sur d'autres objets, la mise en mouvement des objets est quand même quelque chose qui, dans certains cas, est indispensable pour que le public comprenne les objets. Alors sur une voiture, c'est pas forcément le plus significatif, mais sur d'autres objets, ça n'a pas de sens si l'objet n'est pas mis en mouvement. Il n'y a pas très longtemps, on a fait l'acquisition d'un télépancartage de la gare du Nord, c'est-à-dire ces panneaux avec les palettes mobiles où il y a des lettres qui tournent, des lettres mécaniques. Ça faisait vraiment partie du paysage des gares et des aéroports. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Tout a été remplacé par des écrans. C'est un objet, s'il n'est pas mis en fonctionnement, qui en fait est complètement abscon pour le public, parce qu'en gros, il voit un énorme panneau avec des inscriptions figées. Ça n'a aucun sens. Donc là, en fait, tout dépend des valeurs qu'on veut donner aux objets.
est-ce qu'on va privilégier plutôt les valeurs d'authenticité ou est-ce qu'on va plutôt privilégier des valeurs de, on va dire, de compréhension, de pédagogie pour le public et finalement, on essaye de trouver des solutions sur mesure. Il y a des objets pour lesquels le fonctionnement est finalement pas trop problématique, d'autres pour lesquels ça peut être plus compliqué. Nous, nos collections d'automobiles, elles ne sont plus en mouvement depuis très longtemps. Et donc, si on devait les remettre en fonctionnement, ça impliquerait énormément de modifications sur les objets. Et pour l'instant, bah, on a préféré rester sur un statu quo en se disant que d'autres musées, justement, notamment spécialisés, faisaient ça très bien. Le musée, j'ai vu que Sylvie Vivo était connecté, le musée de l'automobile de Mulhouse s'est posé cette question depuis très très longtemps. Le château de Compiègne se la pose également. Donc, finalement, c'est ça aussi de fonctionner en réseau et de se dire, bah, il y a des musées qui se lancent dans cette aventure-là. Bah, nous, on peut choisir un autre biais et je trouve que c'est toujours dynamique de le penser à l'échelle des collections publiques sur tout le territoire. Merci Lionel. Alors, je ne sais pas si justement, Sylvie Vivo, vous souhaitiez éventuellement rebondir ou apporter des éléments sur votre expérience. Vous m'entendez? Oui. Ah, voilà. En fait, chez nous avons donc un restaurateur, Brice Chalençon, et avec il y a donc responsable des collections, il y a Saunier. À partir de là, c'est en fonction un petit peu effectivement de l'objet. Il y a certaines restaurations pour lesquelles ils vont pousser l'objet jusqu'au mouvement et d'autres pour lesquelles justement il y a des discussions et voilà, des intérêts ou non à faire bouger l'objet ou à le remettre en route ou à lui permettre une restauration juste à une certaine étape. Voilà. Mais effectivement, chez nous, il y a des véhicules que l'on remet en restauration jusqu'à la mise en route et d'autres qui seront en restauration plus technique pour valoriser les avancées techniques ou autres sur l'objet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Juste pour compléter, ça dépend en effet aussi, par exemple, de la rareté, de la complexité de l'objet. Par exemple, on nous demande souvent de faire des démonstrations de baisser de nez du Concorde, qui était évidemment quelque chose de très mythique. Ça se fait encore dans les musées anglais, par exemple, mais on est en lien avec des anciens mécaniciens du Concorde. Mais par exemple, on sait que pour continuer à faire les baissés de nez du Concorde, il faut continuer à entretenir tous les circuits hydrauliques, etc. Or, parfois, la question se pose, est-ce que le fait de garder certains liquides comme le liquide hydraulique, est-ce que ça risque pas d'avoir des conséquences assez majeures, par exemple, sur toutes les parties joints, tuyauterie, etc. Alors, parfois, d'une manière générale, dans les machines, on met ce qu'on appelle des huiles de stockage ou on essaie de remplacer par des liquides plus neutres, mais c'est pas toujours si simple. Je sais qu'on essaye aussi, par exemple, sur un certain nombre de véhicules automobiles ou autres, de les mettre sur des chandelles ou autres, pour que nous, c'est pareil, pour que les roues, en fait, ne reposent pas. Tout bêtement, quand on a, par exemple, la 380, si on ne le fait pas bouger à peu près tous les 6 mois, les roues deviennent complètement carrées. Je ne vous ai pas montré les photos, mais de la 380, c'est quand même un avion qui fait 80 mètres de long sur 70. Donc, ça pose des problèmes tout à fait majeurs. Et puis, alors évidemment, il y a des types de collections comme les avions où la partie sécurité est encore plus drastique puisque là, déjà, quand il s'agit de véhicules terrestres, que ce soit ferroviaires ou automobiles, bon, la question du freinage est cruciale, mais pour les avions, de toute façon, on n'aurait plus les autorisations administratives ou autres, les licences, etc., pour faire voler ces avions, ce serait totalement impossible. Mais par ailleurs, je confirme, comme on le disait tout à l'heure, et notamment Lionel, que l'idée de la complémentarité avec les différents musées, musées publics, musées privés, MH, etc., est totalement indispensable, puisqu'on s'aperçoit que la conservation au niveau, dans tous les modes de transport, et notamment les plus gros comme les avions ou le ferroviaire, ou les bateaux à flot, la conservation, en fait, est quand même extrêmement complexe et coûteuse. Je me souviens
souvient par exemple des coups de restauration à Dunkerque. Et donc, il est hors de question que chaque collectivité, chaque musée essaye d'avoir en fait des véhicules, par exemple, qui sont déjà conservés par ailleurs. Enfin, d'une manière générale, c'est vrai qu'on essayait, par exemple, quand j'étais à Dunkerque, d'avoir une complémentarité. Certains bateaux n'ont pas été conservés à Dunkerque parce qu'on savait qu'ils le seraient, par exemple, à Douarnenez. C'est vrai que les coûts, de toute façon, sont extrêmement importants dans ces domaines. Alors, je voulais d'ailleurs souligner un point qui est très particulier, c'est qu'en général, dans nos domaines de transport, et notamment pour les plus gros, souvent, les objets nous sont donnés, donc le prix d'acquisition est souvent plus ou moins pour l'euro symbolique. Par contre, les vrais frais sont d'une part au niveau de l'acheminement, de l'entretien et après de conservation pour pouvoir notamment les abriter. Autrement dit, moi je me souviens de conversations avec le maire de Dunkerque, par exemple, qui trouvait qu'il avait acheté à l'époque pour le franc symbolique la duchesse Anne et que c'était un cadeau finalement qui lui coûtait fort cher puisque l'entretien, par définition, est conséquent. On pourrait dire exactement pareil pour tous les avions qui arrivent au musée ou les véhicules ferroviaires à Mulhouse, par exemple. Merci Marie-Laure. Alors, est-ce que certains souhaitent rebondir? Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là pour ce jeudi. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation, nos intervenants ainsi que Céline Chanas, voilà, pour l'animation de cette rencontre. Et je vous invite à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux pour vous tenir au courant de l'actualité de la FEMS, notamment nos prochains jeudis qui aborderont à ces occasions les questions de l'évolution des parcours permanents et des communautés, des questions qu'on a pu un petit peu aborder déjà aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.